Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Adélie pour un nouveau numéro du Langzine. Bonjour Thomas, alors oui, aujourd'hui nous allons vous présenter le grand journal du cours d'actualité préparé par les élèves de 6LH de l'Athénée provincial de Flémal. Vous avez peut-être eu l'occasion il y a quelques jours d'aller voter comme la majorité des citoyens belges. À cette occasion, Adélie a réalisé un reportage sur les élections, le système électoral et les programmes des différents partis. Alors je vais vous parler de la politique en Belgique afin de vous aider et de vous préparer au mieux aux prochaines élections qui auront lieu ce 26 mai 2019. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une élection? L'élection est un choix des citoyens qui leur permet de choisir les personnes qui gouverneront le pays. Ce qu'il faut savoir sur le vote. D'abord, en Belgique, le vote est obligatoire à partir de 18 ans et est punissable d'une amende si on ne s'y présente pas. Le vote est secret. Chaque électeur doit se rendre à sa propre commune pour voter. Chaque électeur a une voix. Les élections se font au suffrage universel. Maintenant, je vais vous expliquer comment on vote pour que votre vote soit valable et pris en compte. Solution numéro 1, vous pouvez voter pour une liste en rougissant la case au-dessus de la colonne. Solution numéro 2, vous pouvez voter pour un ou plusieurs candidats d'une même liste en rougissant la case à côté de leur nom. Maintenant, je vais vous énoncer les situations dans lesquelles votre vote sera compté nul et donc pas pris en compte. Premièrement, si vous votez pour plusieurs listes en même temps. Ensuite, si vous votez pour des candidats de partis différents. Si le bulletin de vote est altéré par une marque ou un dessin en dehors des cases de vote. Et également, si le bulletin de vote est vide. Nous entamons maintenant la deuxième partie. Je vais vous parler des différents partis francophones. Nous avons ici un échiquier politique. Chaque parti sera placé plus à gauche, à droite ou au centre par rapport à un autre parti selon ses idéaux politiques qu'il défend. Ici, nous avons à l'extrême droite le PP. Suivra ensuite le MR qui est moins à droite que le PP. Nous avons ensuite Défi qui est un parti au centre droit de l'échiquier. Le CDH totalement au centre. Écolo qui se situe au centre gauche. Le PS à gauche et le PTB à l'extrême gauche. Le PP, Parti populaire, a été créé en 2009. C'est un parti conservateur et libéral au sens économique, c'est-à-dire qu'il favorise une intervention de l'État limitée, un libre-échange, une liberté de consommation. Il défend aussi les valeurs traditionnelles telles que la nation, la famille et l'autorité. Le MR, Mouvement réformateur, a été créé en 2002. C'est un parti fondé sur les valeurs du libéralisme social, c'est-à-dire qui privilégie le développement de l'être humain et adopte certains thèmes du libéralisme économique. Ce type de parti veut empêcher la pauvreté d'apparaître grâce à notamment un système d'éducation et de formation professionnelle efficace, un système de santé ouvert à tous, ainsi qu'une flexi-sécurité dans l'emploi. Défi, démocrate fédéraliste indépendant, a été créé en 1964. C'est un parti fédéraliste démocrate qui assure la défense des intérêts et des droits des francophones. Fédéraliste signifie qu'il préfère travailler en collectivité par alliance. Son but étant de regrouper les francophones belges au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de permettre à la Wallonie et à Bruxelles de se redéployer économiquement. Le CDH, Centre démocrate humaniste. C'est un parti au fonctionnement démocratique. Fonctionnement démocratique, ce qui veut dire le peuple, les citoyens au centre et avant tout. C'est eux qui décident, ils sont libres. Leur slogan de campagne est « Autrement, maintenant ». Ils veulent le pouvoir de démissionner en conservant son droit au chômage, la possibilité de prester à temps plein sur 4 jours au lieu de 5 jours pour être plus à la maison et moins dans les embouteillages.
écolo a été créé en 1980. C'est un parti qui se réclame de l'écologie politique et suit certains des principes de la politique écologique. Écologie politique signifie que ce parti assiste sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale. Leur slogan de campagne est « Au cœur du changement ». Ce slogan signifierait le début d'une nouvelle alliance en cas d'élection. Ils veulent le développement d'économies durables, ce qui marque la conception écologique, qui serait génératrice de nouveaux emplois. Le PS, Parti socialiste, a été créé en 1885. Son ancêtre étant le POB, le Parti ouvrier belge. C'est un parti social-démocrate. Leur slogan de campagne est « Protéger, reconstruire, vivre mieux ». Ils veulent augmenter le pouvoir d'achat pour permettre aux citoyens de vivre mieux, veulent une transition énergétique et une meilleure sécurité sociale. Le PTB, Parti du travail de Belgique, a été créé en 1979, est un parti belge électoral et unitaire. En soi, le PTB souhaite donc une Belgique unitaire, mais aussi des transports publics développés et gratuits. Merci pour votre écoute et bon vote. Cette année a été assez spéciale. En effet, de nombreuses manifestations ont eu lieu afin de sensibiliser les jeunes à la cause du climat. Megan va donc nous expliquer plus précisément l'objectif de ces manifestations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des manifestations pour le climat qui ont lieu depuis plusieurs mois à travers le monde entier. Je vais principalement parler de l'origine du mouvement et de ses motivations. Tout a commencé avec Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 16 ans atteinte du syndrome d'Asperger. En août 2018, elle a décidé de faire grève devant le Parlement suédois en proclamant qu'elle n'irait pas à l'école jusqu'aux élections générales de septembre. Elle a par la suite continué de faire grève le vendredi en appelant à une grève étudiante globale pour le climat. Les journaux internationaux ont reporté ces actions et bien vite, l'idée d'une grève estudiantine s'est apportée dans l'esprit de la population. L'organisation Fridays for Future est alors née. Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg a marqué les esprits avec son discours à la COP24, dans lequel elle s'interroge sur la responsabilité des adultes par rapport au réchauffement climatique. Elle exige de sortir des énergies fossiles, de cesser les émissions de gaz à effet de serre et de changer le système. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, tels que Hanouna de Wever et Kira Gantois en Belgique. Ces deux jeunes filles sont les initiatrices du mouvement Youth for Climate Belgium. En effet, c'est dans une vidéo publiée le 29 décembre 2018 qu'elles invitent les étudiants à faire grève chaque jeudi pour répondre à l'appel de Greta Thunberg. Le mouvement gagne rapidement de l'ampleur, allant de 3 000 étudiants la première semaine jusqu'à 35 000 la troisième semaine, tous rassemblés devant le Parlement européen. En parallèle, l'association 350.org a lancé l'appel mondial Rise for Climate en septembre dernier, en amont du sommet climatique mondial, le Global Climate Action Summit, qui s'est tenu du 12 au 14 septembre à San Francisco. Face à la dégradation du climat, les citoyens veulent montrer leur volonté de faire bouger les choses, pour sauvegarder la biodiversité et l'humanité, et réduire les risques climatiques. L'urgence climatique exige dès aujourd'hui un respect des accords de Paris et des engagements qui en découlent, mais également un rehaussement drastique des ambitions climatiques pour 2020, afin de ne passer le seuil des 1,5 degrés Celsius supplémentaires. C'est pourquoi les citoyens ont décidé d'interpeller leurs politiciens pour qu'ils prennent des mesures plus sérieuses et ambitieuses. Cet hiver, la COP24 a marqué le 3e anniversaire de la signature des accords de Paris.
Et pourtant, les émissions de CO2 augmentent depuis quelques années en Belgique, tandis que l'Europe n'a pratiquement pas adapté ses objectifs climatiques. Même si la COP24 n'a pas répondu aux attentes des citoyens, ceux-ci ne se démontent pas et continuent de militer. À l'approche des élections, il est d'autant plus important de s'exprimer et de faire valoir ses préoccupations actuelles. Le mouvement a déjà convaincu la quasi-totalité des partis wallons. Attention cependant du côté des Flamands où, hormis les partis Groen et SPA, il reste dubitatif par rapport à la proposition de loi climat présentée le 4 février par un collectif d'universitaires et relancée signée par les partis écolo-Groen. Ces partis flamands non convaincus n'en voient pas l'utilité. Pourtant, il y a des conséquences flagrantes sur notre monde, et la situation devient de plus en plus urgente. En effet, en 2019, la concentration de CO2 dans l'atmosphère atteint un niveau jamais rencontré depuis 3 millions d'années. La température augmente et la fonte des glaces ne fait que s'accélérer. Si on n'agit pas maintenant, quand le ferons-nous ? Je vous remercie de m'avoir écouté et je rends la parole à Thomas et Adélie. Maintenant, un sujet qui revient régulièrement sur le devant de l'actualité ces dernières années, la crise migratoire. Sujet polémique que Thomas va vous expliquer dans son reportage. Voici une carte de l'Europe. En foncé, nous pouvons apercevoir les pays membres de l'Union européenne. Mais une question se pose. Pourquoi tant de migrants veulent entrer dans l'Union européenne ? Eh bien, c'est tout simple. Les migrants tentent de venir en Europe pour plusieurs raisons. La raison la plus courante est celle de la guerre, qui n'est plus apparue en Europe depuis 1993, la dernière ayant eu lieu dans les Balkans. Cet état de guerre dans les pays des migrants pose problème, car lorsqu'un pays est en guerre, la qualité de vie diminue, le chômage augmente, la sécurité sociale n'existe plus, et la famine peut s'installer. Alors, d'autres causes existent, comme le réchauffement climatique. Contrairement à ceux qui fuient la guerre où l'économie n'est plus, ceux-ci sont appelés réfugiés climatiques. La plupart d'entre eux viennent de l'Afrique subsaharienne. Une partie d'entre eux sont aussi des réfugiés économiques. Mais d'où viennent-ils ? La grande majorité des migrants, comme le montre la carte ci-contre, viennent de la Méditerranée orientale, correspondant à la Syrie, l'Afghanistan et le Pakistan. Ces pays sont en guerre et leurs migrants économiques arrivent en Turquie, puis en Grèce et tentent de passer en Angleterre pour la raison de la langue. La plupart restent en Grèce car ils ne peuvent aller plus loin. Pour ceux qui arrivent à passer ce cap, ils se retrouvent alors dans les Balkans. Une autre majorité provient des pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Est. Ceux-ci sont là pour des raisons économiques et climatiques. Cette caricature résume en gros ce qui s'est produit en 2015 dans l'Union européenne. Que s'est-il passé en 2015 ? Un pic de migrants qui bloque l'Union. En 2015, l'Union va devoir faire face à l'arrivée instantanée de près de 1 million de migrants, la plupart venant de Syrie, un pays récemment en guerre. Ce pic de migrants va accroître la crise et créer des problèmes à l'Union qui n'est pas prête à les accueillir. Jean-Claude Juncker, président de l'Union européenne, va donc proposer des solutions. Celles-ci ne plairont pas à tout le monde et deux blocs se formeront au sein de l'Union. Le bloc de l'Est et les autres. Le bloc de l'Est comprend la République tchèque, la Lettonie, la Slovaquie et la Lituanie qui refusent l'arrivée de migrants sur leur territoire, ce qui bloque par rapport à ce que veut Jean-Claude Juncker, une répartition équitable des migrants en Europe. L'Aquarius est un bateau de sauvetage affrété par une ONG française SOS Méditerranée. Une mission est alors lancée fin février 2016 avec la participation de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières. L'Aquarius est alors chargé de prendre en charge les migrants de la mer où les médecins ont pu s'occuper des migrants. Ce sont 35 personnes qui travaillent nuit et jour au service de migrants durant près de 3 ans. Ce bateau peut accueillir jusqu'à 550 personnes en toute sécurité. Mais durant quelques semaines, il fut interdit d'amarrage en Italie, à Malte et en France. Durant cette période, il va alors accueillir jusqu'à 1032 réfugiés. Mais ce bateau est mis hors d'usage en 2018 pour cause judiciaire. Le président français ayant toutefois demandé aux Français qui étaient pour l'interdiction d'amarrage du bateau dans les ports français. Et ce fut 74% des Français qui étaient contre l'amarrage. Depuis, il ne peut naviguer en Europe. Aucun chiffre précis n'a pu être donné sur le nombre de morts ayant tenté de traverser la mer Méditerranée, mais on estime à plusieurs milliers ce nombre de morts. Cette bête noire des migrants est la cause de nombreux décès, qui sont pour cause
des embarcations surpeuplées qui finissent par se retourner, des embarcations de seconde main qui se désintègrent en mer, et des nombreux migrants qui ne savent pas nager. C'est pour récupérer ces migrants que des ONG, tels Aquarius, ont été mises en place. Ces embarcations sont surtout peuplées de migrants nord-africains et subsahariens. Le mercredi 13 juin 2018, un bateau des gardes-côtes italiens crée la polémique. Au lendemain du départ de l'Aquarius qui venait d'être bloqué en Méditerranée durant 72 heures à la suite d'un refus de l'Italie et de Malte pour accueillir ce bateau, l'Italie en laisse un avec plus de 900 migrants amarrés au port de Catane en Sicile. Ce bateau de migrants érythréens comporte près de 200 mineurs d'âge. C'est un des accostages les plus importants d'Italie. Des équipes humanitaires ont pris en charge les différents migrants. Matteo Salvini refuse l'amarrage des bateaux d'ONG tels Aquarius. Pour régler tous ces problèmes, l'Union a organisé un conseil. Et ce qui en est sorti, ce sont des mesures plus fortes sur la migration, de réduire les migrations illégales et de contrôler les routes de la Méditerranée, où de nombreux passeurs sévissent encore. Ce conseil se veut d'éviter ce qui s'est produit en 2015, un flux incontrôlable de migrants. En décembre 2018, les Nations Unies se sont rassemblées autour du pacte de Marrakech. Ce pacte vise à promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières et de couvrir toutes les migrations internationales. Ce pacte va amener la Belgique à la casse de la suédoise. Tous les partis de la coalition quittent le gouvernement et ne reste alors que l'EMR, et n'ayant plus la majorité, c'est la chute du gouvernement. Le jour avant l'adoption du pacte, Charles Michel, Premier ministre, démissionne. Une Belgique séparée sur la question migratoire. À la suite de cette crise migratoire, on se retrouve avec une Europe plus très Schengen. Et alors, plusieurs pays vont décider de fermer leurs frontières, tels que la France, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Autriche. La France va décider de fermer ses frontières maritimes suite à la crise migratoire et, pour excuse de ses frontières terrestres, suite au terrorisme. Ce qui est pour les pays scandinaves, ils ferment tous leurs frontières sud, d'où proviennent les migrants, et l'Autriche est gouvernée par un parti d'extrême droite et n'accepte pas les migrants. Mais alors, est-ce la bonne solution ? En tout cas, ces frontières redivisent l'Union une nouvelle fois. Mais alors peut-on dire que la crise migratoire est en train de déchirer l'Union européenne ? Si l'on regarde l'état de l'espace Schengen et l'état des gouvernements suite à cette crise, on se rend compte qu'il y a de nombreux problèmes à gérer, et rapidement. Nous allons à présent accueillir Natacha, qui va nous parler de la crise des Rohingyas en Birmanie. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas. Je vais vous parler du problème Rohingya en Birmanie. C'est un sujet dont on ne parle plus dans l'actualité, mais qui n'est toujours pas résolu. J'ai donc décidé de vous en parler. Alors, qui sont donc les Rohingyas ? Eh bien, c'est un groupe ethnique minoritaire musulman, installé principalement en Birmanie au sud-est, dans l'état d'Arakan. Eh bien, je vais repréciser un petit peu ce que c'est une ethnie. Eh bien, c'est l'ensemble de personnes qui partagent la même culture, la même langue ou les mêmes traditions. Quelles sont les origines des Rohingyas ? Pour certains historiens, les Rohingyas sont originaires de l'Arakan. C'est une région frontalière du Bangladesh. Ce territoire a longtemps été sous contrôle du Bengale et a été annexé tardivement par la Birmanie en 1785, ce qui pourrait expliquer la pratique d'une religion différente. Il faut savoir que, en 2014, les Rohingyas représentaient moins de 5% de la population birmane. Alors, en quoi consistent les persécutions des Rohingyas ? Selon l'État birman, les Rohingyas n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils étaient là avant 1823. Donc, à cause de cela, l'État birman ne les considère pas comme des citoyens birmans. Ils sont apatrides, ce qui signifie sans patrie. Les Rohingyas n'ont donc pas les mêmes droits que les citoyens, ont une condition de vie difficile et n'ont pas d'accès à l'école ni aux hôpitaux. En plus de cela, ils subissent des maltraitances continuelles. La plus grande raison des tensions est que les Birmans sont 90% bouddhistes.
La différence de religion joue un rôle important dans les persécutions, car violences, meurtres, massacres, viols sont commis par l'armée. C'est comme si la Birmanie voulait faire un nettoyage ethnique. Même l'ONU a déclaré que les Rohingyas est le peuple le plus persécuté de la planète. Ici, on peut voir une manifestation de bouddhistes contre les Rohingyas. Depuis quelque temps, les tensions sont de plus en plus fortes entre les Rohingyas et les bouddhistes birmans. Une nouvelle flambée de violence dans l'état d'Arakan a commencé après l'attaque d'une vingtaine de postes frontières par des rebelles de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, faisant 12 morts dans les rangs des policiers. Ce groupe rebelle a émergé récemment face à l'absence d'avancées sur le dossier de la minorité musulmane. Ces attaques ont déclenché une répression de l'armée et fait plus de 400 morts pour la plupart des Rohingyas, selon l'armée. L'ONU évoque plus de 1000 morts. Face à toute cette violence, on pourrait se demander que fait Aung San Suu Kyi, chef d'État de la Birmanie, qui en plus a reçu le prix Nobel de la paix en 1991. Eh bien, pas grand-chose, puisqu'elle reste silencieuse. Pourtant, elle avait promis de soutenir les droits des Rohingyas. Ce qui pourrait répondre à ce silence, c'est qu'elle a très peu d'influence sur l'armée, qui conserve un pouvoir extrêmement important. L'armée a une certaine autonomie. Cependant, cette minorité continue d'être maltraitée et de subir les persécutions de l'armée et des bouddhistes extrémistes. Alors, qu'est-ce que fait le monde ? À la demande du Royaume-Uni et de la Suède, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déjà réuni pour évoquer ce dossier, malgré la résistance de la Chine, principal partenaire économique de la Birmanie. À l'issue de cette réunion à huis clos, le Conseil de sécurité a réclamé des pas immédiats de la part du gouvernement birman pour faire cesser une violence excessive. Mais cette disposition n'a pas eu beaucoup de résultats.